mais on a quand même prévu de vous donner des pistes de réflexion sur comment est menée l'inclusion dans l'enseignement catholique. Donc je fais très vite, mais du coup, deux, trois phrases. La loi Debré, 31 décembre 1959, qui régit le cadre d'association entre l'enseignement privé, l'enseignement catholique et l'État français, impose, dans le cadre de l'association, que l'école catholique soit une école ouverte à tous, sans discrimination, dit la loi. Alors ça nous va bien, justement parce qu'on est catholique. C'est pas parce que la loi nous l'impose qu'on le fait, c'est parce qu'on est catholique et que ça fait partie de notre projet. Ouverte à tous. Autrement dit, l'enseignement catholique n'est pas un enseignement confessionnel. C'est pas un enseignement des catholiques pour les catholiques et par des catholiques. C'est une participation à l'œuvre commune qui est une œuvre d'éducation de toute la nation pour les enfants de son pays. C'est très important parce que dans les années 60, ça a été un choix pastoral posé très fort. On aurait pu choisir de partir dans ce qu'on appelle aujourd'hui le hors-contrat. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, un débat est en train de renaître à nouveau en France. Est-ce que finalement, pour être catholique, il ne vaudrait mieux pas se couper de l'État français? Je crois que ce serait une erreur gravissime, historique. Mais puisque la question est posée, j'y réponds pour ma part, qui n'a aucun intérêt pour personne, mais je vous le dis quand même. Si je dis ça, c'est parce que donc, il y a un défi, et donc la loi nous le demande, d'accueillir tout le monde dans la diversité de ces personnes, donc y compris en s'ouvrant bien sûr à la question du handicap, de la fragilité, de la vulnérabilité. J'ai été très marqué dans les rassemblements de Lourdes, je ne sais plus l'année, peu importe, mais du Secours catholique, par la première phrase de la déclaration finale, « Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à donner ». Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup fait réfléchir et j'espère que ça me donne à agir aujourd'hui. Et je complète encore avec une phrase ou un axe de notre projet interdiocésain, donc pour l'Académie de Poitiers, le 5e des 8 axes. Il dit ceci: les enseignants promeuvent des classes inclusives pour que personne ne manque au développement de tous. 5 décembre 2020. Cette phrase, elle est très compliquée. Et donc, c'est super une phrase compliquée parce que ça nous oblige à en parler et à l'expliciter. Et quand je rencontre les enseignants, ils me disent « Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce truc ?» C'est vraiment l'occasion de parler. Pour que personne ne manque au développement de tous, c'est cette idée que, justement, on ne part pas du handicap, du manque de quelqu'un, supposé, mais on part de la dignité de cette personne et de cette conviction que chacun doit participer à l'élaboration d'un projet commun, d'un projet de vie, d'un projet de société. Et évidemment, cela nous est très précieux. Donc, nous essayons de mettre en œuvre cet axe 5. Après, une fois qu'on a dit tout ça, je redescends très vite parce qu'on a aussi un cadre institutionnel, un cadre législatif qui ne nous permet pas de divaguer, de prendre des initiatives dans tous les sens. On a évoqué cette loi très importante du 11 février 2005 sur, je reprends le titre, l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. C'est le terme de la loi, évidemment, que je reprends là. Avec cette idée double de non-discrimination de ces personnes, et peut-être plus intéressant pour moi, pour nous, aujourd'hui, la reconnaissance du projet de vie de personnes en situation de handicap, qui devient le point fondamental de la façon dont on va entrer en relation avec ces personnes. Regardez leur projet de vie, regardez ce qu'on peut proposer en fonction d'un projet de vie. Et alors là, cette loi, elle est très intéressante, très belle, elle propose plein de choses, mais c'est là que les problèmes commencent, c'est qu'en France, l'administration est très puissante. Et donc, la MDPH réunit tous les ans une CDAPH qui produit un PPS, à qui les enseignants vont devoir faire un MOPS, mais en tenant compte évidemment du PAP, en prenant aussi le PAI et le PPRE de chaque enfant, qu'on va intégrer dans une ULIS, puisque c'est plus une CLIS, vous le savez, maintenant c'est une ULIS, avec des AESH qui sont donc affectés, vous me suivez, par la MDPH, ou en tout cas par le pôle départemental, sans oublier de prendre en compte le PASS que les enfants en situation de handicap doivent, ou dont les parents en tout cas doivent signer. Et je vous promets que c'est la réalité quotidienne, ça. Avec des administrations qui connaissent tout ça par cœur, parce qu'ils sont payés pour ça, et qui vous balancent des injonctions tous les jours sur ce qu'il faut faire, pas faire, est-ce que vous avez bien fait votre MOPS, voilà. Donc là, on entre, je vous promets, dans une réalité folle. 2-3 enjeux, et puis j'arrête. On est passé d'une logique d'intégration à une logique d'inclusion. C'est pas qu'un jeu de mots. Cette idée, en tout cas, que
on passe d'un groupe avec des gens extérieurs qu'on essaie de faire venir à nous. Donc on va mettre en place des compensations pour essayer qu'elles soient le moins mal possible parmi nous, mais on ne prend pas forcément en compte leur existence et ce qu'elles apportent. On leur permet d'être à côté de nous. Et l'idée de l'inclusion, c'est plutôt de dire elles sont chez elles partout et on essaye ensemble de vivre et de s'enrichir mutuellement. Ça, c'est pas si simple. Et aujourd'hui, on est sans doute en train encore d'évoluer, et tant mieux. On va passer de l'idée d'inclusion à l'idée d'accessibilité pédagogique pour tous, d'accessibilité au savoir, mais aussi aux bâtiments, mais aussi. Voilà. Et ça, c'est un mouvement très intéressant, si on pouvait en développer. On est passé d'une logique de classe, les fameuses CLIS, dont vous avez peut-être entendu parler. On mettait dans des classes spécialisées. On est passé à une logique de dispositif. C'est-à-dire que la classe d'un enfant en situation de handicap, c'est la classe ordinaire désormais. Mais il a des temps d'inclusion dans son dispositif qui est plus adapté à ses besoins, ou en tout cas qui essaie de partir plutôt de ses besoins. Et puis quelques enjeux finaux. Je passe très vite, pardon, mais je sais que je suis déjà trop long. Merci. Pour moi, une des grosses problématiques, c'est aussi la relation entre le monde des soignants et le monde des enseignants. Les enseignants souffrent aujourd'hui beaucoup, dans toutes les rencontres qu'ils font avec des soignants, de recevoir ou d'avoir l'impression de recevoir sans cesse des injonctions sur ce qu'ils doivent faire. Bonjour, je suis l'orthophoniste de Julie. J'apporte les 64 mises en place, 64 compensations qu'il faut mettre en place de toute urgence. Et quand ce sera fait, il y en aura une trentaine qui suivront, mais vous aurez 2-3 mois pour le faire. Et évidemment, l'enseignant se dit, mais moi j'ai 27 élèves dans ma classe, j'en ai 4 dont l'orthophoniste, l'ergo et le pédopsychiatre me disent, voilà tout ce qu'il faut faire pour cet élève. Comment je fais ? Et ça, c'est une vraie question. Ces deux mondes qui se parlent peu, qui se connaissent peu, et pardon de dire, mais qui parfois se parlent mal réciproquement, parce qu'on se rencontre pendant 1 heure, on ne se connaît pas, on s'envoie des injonctions à la tête et des plaintes, et ça ne produit pas grand-chose. Deuxième grand enjeu, à mon avis, la question de la relation entre les familles et l'école. Une nécessaire confiance pour que l'école puisse être un lieu d'épanouissement est nécessaire. Mais cette relation famille-école, elle n'est pas simple. Quand une famille comprend, apprend que son enfant est porteur d'un handicap, ça prend du temps de l'accepter, de le comprendre. Toutes les démarches de soins vont être très longues, le diagnostic va être très long. Dans le Nord-de-Sèvres, il n'y a plus de pédopsychiatre. 0. Quand on fait une orientation pour un enfant en situation de handicap vers, par exemple, l'IME, 3 ans d'attente. Donc, très concrètement, pendant 3 ans, cet enfant dont on a dit avec les parents, tous ensemble, on a dit oui, il faudrait mieux qu'il soit en IME. Cet enfant, pendant 3 ans, va rester dans le système scolaire, dont tout le monde sait que c'est un lieu qui va l'abîmer, qui va lui faire du mal, on va être maltraitant, on le sait, parce que... Et puis qui va aussi abîmer les adultes enseignants, pour qui c'est vraiment difficile. Des enfants qui explosent pour eux-mêmes, mais qui font exploser une classe, voire une école. Je pourrais en raconter. Donc cette question des structures de soins, la place des familles et du travail des enseignants, de la capacité pédagogique des enseignants qu'il faut qu'ils retrouvent et qu'ils réinvestissent, ce sont les questions concrètes qui se posent. Et je termine tout à fait par quand même une lumière d'espoir. Cette question du passage de l'inclusion des personnes en situation de handicap à l'accessibilité pédagogique pour tous. On vient de faire 3 journées de formation pour 300-400 enseignants là, pendant les vacances. Cette question, elle est tout à fait essentielle. Non pas partir du handicap, mais partir du groupe classe, avec des élèves qui ont chacun des besoins particuliers, des besoins singuliers par définition, et comment on va travailler, comment l'enseignant peut travailler pour rendre accessibles les apprentissages à tous, en tenant compte des besoins singuliers de chacun. C'est une drôle de problématique, mais c'est là-dessus que l'on travaille aujourd'hui pour essayer, dans le cadre qui nous est donné, de faire avancer cette question de l'inclusion scolaire. Merci beaucoup Éric Beaune de nous avoir précisé ces situations concrètes à l'école qui peuvent aussi inspirer la vie paroissiale. Donc merci à vous tous d'avoir participé à cette table ronde et on comprend bien que l'inclusion n'est pas un slogan pastoral, c'est une manière d'être en Église. Donc on peut peut-être changer l'intitulé comment accueillir les personnes handicapées dans l'Église à plutôt comment laisser ces personnes transformer l'Église. Et puis ces réflexions continuer dans vos communautés, dans l'école et puis au plus profond de vous-même. Merci beaucoup
d'avoir eu toute votre attention pour cette table ronde. Oui.